Marie-Sophie Lacaro avoue enfin ce que l'on soupçonnait depuis longtemps de la plus grande tristesse de sa vie, les événements qui ont jalonné le parcours d'une femme forte et résiliente. Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, en France, Marie-Sophie manifeste très tôt une passion pour le journalisme et s'impose progressivement comme l'une des visages incontournables de la télévision française. Forte d'une brillante carrière, elle devient présentatrice de la chaîne TF1, remplaçant le légendaire Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h, une étape mémorable dans sa carrière. Cependant, peu de gens savent que derrière les splendides lumières du studio se cache une autre histoire de profonde tristesse et de défis difficiles auxquels elle a dû faire face dans sa vie privée. En 2022, les fans ont été inquiets lorsque Marie-Sophie a soudainement quitté le petit écran pendant plusieurs mois en raison d'une maladie oculaire rare. Une kératite sévère l'a rendue incapable de travailler et a nécessité une période de traitement longue et difficile. À cette époque, sa carrière, apparemment solide, a été ébranlée, la forçant à affronter la plus grande peur d'un journaliste de télévision, perdre la capacité de voir clairement et de lire les informations. Cependant, ce n'était pas la plus grande douleur de sa vie. Derrière la maladie et son absence des écrans, Marie-Sophie a dû faire face à des bouleversements dans sa vie de couple. Mariée à Pierre Bascoul, un homme d'affaires prospère, leur vie semblait parfaite avec 2 enfants ensemble. Mais ce sont les défis de santé, de travail et la pression publique qui ont ébranlé la durabilité de cette relation. Des rumeurs de conflits familiaux et de distance croissante entre le couple ont commencé à émerger. Une femme forte comme Marie-Sophie a toujours gardé sa vie privée, mais ses yeux tristes lors de ses rares apparitions après sa maladie ont rendu le public méfiant. Son mari, Pierre Bascoul, bien que toujours favorable à la carrière de sa femme, peut-il pleinement comprendre les pressions et les inquiétudes qu'elle subit ? Leur vie n'est plus une vie paisible comme avant, mais plutôt une lutte entre le travail, la famille et la santé. Marie-Sophie a un jour partagé qu'elle aimait tellement le journalisme qu'il est devenu une partie indispensable de sa vie. Mais à cause de cet amour, elle a fait tant de sacrifices, se sentant parfois même éloignée de sa famille, du mari même dont elle croyait autrefois qu'il serait à ses côtés pour toujours. Face aux tempêtes, cette femme ne se laisse pas tomber. Elle est retournée au travail, continuant à maintenir son poste à la télévision, mais qui pourrait comprendre la solitude dans son cœur? Alors que tout le monde ne voit qu'une MC confiante, toujours souriante devant la caméra, dans les coulisses, elle se demande probablement si elle est vraiment heureuse. La plus grande tristesse de Marie-Sophie Lacaro n'est peut-être pas seulement la maladie qui l'a temporairement rendue aveugle, mais aussi la perte de sa vie spirituelle, le sentiment d'être emportée dans le tourbillon de sa carrière, oubliant parfois qu'elle a aussi besoin d'être aimée et comprise. Admettre cette vérité n'est pas facile, mais parfois, la force ne consiste pas à cacher la douleur, mais à oser l'affronter, comme elle le fait chaque jour. Bien qu'elle reprenne le travail avec confiance et un esprit d'acier, Marie-Sophie Lacaro ne parvient toujours pas à cacher les traces des blessures que la vie lui a laissées. La tristesse ne se limite pas au moment où elle quitte temporairement l'écran, mais aussi aux changements silencieux qui se produisent dans son cœur, dans des relations qui semblent fortes. Lorsque la kératite l'a plongée dans une obscurité temporaire, ce n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un choc psychologique qui l'a obligée à tout regarder en arrière. Sa carrière, sa famille, son amour et toutes les choses qu'elle avait perdues sur le chemin du succès. Pierre Bascoul, son mari qui l'accompagne depuis de nombreuses années, a toujours été un soutien important, mais l'amour est-il assez fort pour surmonter les dures épreuves que la vie lui pose? La distance, les pressions invisibles et les changements dans leur vie personnelle semblent les avoir rendus incapables de maintenir le lien qu'ils avaient au début. Il y avait des moments où elle se demandait si elle sacrifiait trop pour sa carrière et si elle oubliait le bonheur familial. Cette femme forte apparaissait toujours avec un sourire éclatant, mais ceux qui étaient observateurs pouvaient voir la fatigue cachée dans ses yeux. Elle a dit un jour que le plus difficile n'est pas d'affronter les tempêtes du travail, mais de préserver les valeurs spirituelles au milieu d'une vie en constante évolution. Lorsqu'une femme réussit à la télévision, le public ne voit que son génie, mais personne ne voit les moments de solitude où les lumières du studio s'éteignent. Après le traitement, Marie-Sophie est revenue mais n'était plus la personne qu'elle avait été les années précédentes. Elle accorde plus d'importance à sa santé, s'écoute davantage, mais ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment de perte lorsque les choses qui étaient autrefois une base solide dans sa vie ont maintenant changé.
Sa relation avec Pierre Nest peut être plus ce qu'elle était, mais l'amour ne s'exprime pas toujours de manière évidente. Même si son mariage a connu des hauts et des bas, elle était toujours une femme résiliente qui ne se laissait pas submerger par la tristesse. La vie donne toujours aux gens des défis pour apprendre à devenir plus forts, et Marie-Sophie Lacaro en est la preuve. En fin de compte, ce qu'elle a admis n'était pas seulement la plus grande perte ou la plus grande tristesse de la vie, mais aussi la vérité que personne ne peut garder les choses telles qu'elles étaient pour toujours. L'amour, la carrière, la santé, tout peut changer, mais ce qui compte, c'est la façon dont chacun fait face à ces choses. Marie-Sophie a choisi de continuer, même si son cœur était to the old ways, as it were, post-pandemic and all that sort of thing. So I think that's in part what we're looking at. That's all a bit general and waffly, so I apologise. So maybe specifically, though I think there's a truck just driving past me. It must be chasing. I think it's chasing your ambulance out of stuff. Yeah, I had the siren a minute ago, so yeah, you're right. But I think we'll. Where are we? So I think we are rolling out a number of packages, not just the virtual learning environment, which is more community based, but also in terms of our library has moved online, as it were. So all of the resources that students will need they can now access online. Student support. I think one of the things we've not discussed so far today is sort of induction and pre-induction. So, you know, we were either lucky or foresightful that we did move our induction for new students to be an online delivered entity, both pre actually arriving and then once students have arrived as well. So I think that's another thing that we've done, and then also we've mentioned assessment. So we've been piloting a couple of online assessment packages and seeing which would be the best for us. And then I think, like others have said, you know, through necessity, Augusta I think was mentioning, we moved all of our exams to being fully online during this period, and we are not. We have no intention of rolling back to rehiring the gymnasium for 200 people to take an exam all at the same time. You know, so the only caveat I think to that one is other colleagues have mentioned their advisory boards and their stakeholders. You know, we do have what we describe as professional statutory body requirements. So there are certain professional regulators that say you must do this in a particular way, and unless we can persuade them otherwise, there is a danger that we will still have to do things in the old-fashioned way for some respects. Okay, great. Thanks, guys. Good to have that overview of various issues that you're grappling with. Augusta, to that point, I was just wondering, across your research so far, you said obviously you're highly collaborative and you're speaking to people in different parts of the country and different types of cohorts. Are there any patterns emerging in terms of building learning communities effectively that enable you to bring in a more diverse group of learners, people who are learning at different stages in life, who are